Cube Radio. Avertissement. Cet épisode pourrait contenir des traces d'arachides. Bienvenue à Garde-manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier, puis aujourd'hui, je vous amène dans mes armoires de cuisine, plus spécifiquement sur la tablette de ma coloc Lucie. Salut Lucie! Salut Anne-Sophie! Ouais, peux-tu me montrer ton armoire? Oui, bien sûr, viens, je t'emmène. Lucie, elle me montre un peu ses tablettes, puis elle me décrit ce qu'elle a. Donc j'ai plusieurs beurres de peanuts. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a vraiment des grandes quantités de beurre de peanuts. Systématiquement plusieurs pots. Ma principale et ma marque préférée qui a un beurre de peanuts bio et crunchy. Ce que je vois, moi, là, à l'œil nu, c'est à peu près 3 immenses pots. Là, je vous ai parlé du crunchy, mais en fait, j'aime aussi le crémeux beaucoup. Donc j'ai toujours un peu de sorte minimum, parce qu'il faut varier les plaisirs quand même. Est-ce que tu crois que tu manges du beurre d'arachide tous les jours, Lucie? Ah, c'est sûr. Mais moi, c'est même pas la question de tous les jours, c'est combien de fois par jour. Alors c'est ça, moi j'ai la nationalité franco-suisse, puis quand je suis arrivée ici, c'est là où j'ai découvert en fait le beurre de peanut. Mais tout le monde en mange ici. Tout le monde a ça dans son placard. Et je trouve ça merveilleux. Selon un sondage de Ericsson Research de 2015, 85% des Québécois ont répondu qu'au moins une personne dans leur maison mangeait du beurre de peanut au moins une fois par semaine. Ça, c'est comparé à 78% dans le reste du pays. Ça veut dire qu'on serait les plus grands consommateurs de beurre de pin par capita au pays. Bref, Lucie est certainement pas la seule à avoir une addiction joyeuse au beurre de peanut. Maintenant, ce que j'ai observé aussi, il faut quand même le dire, c'est que chaque fois qu'on me propose d'aller prendre un petit déjeuner ailleurs et tout ça, je suis vraiment hésitante parce que c'est mon grand plaisir, le peanut. Donc je suis là, moi ça me convient de déjeuner chez moi, mais on peut se rejoindre après. Incroyable, ça c'est vraiment de l'amour. Ouais, c'est de l'amour ou de l'addiction, je sais pas trop, mais c'est entre les deux en tout cas. Le produit est très populaire à cause de son goût, mais aussi parce qu'il est très économique. Par exemple, le pot de 750 grammes de beurre d'arachide crémeux Kraft, la marque la plus populaire au Canada, se vend moins de 4 $. Alors, il y a de quoi nourrir beaucoup de monde pour 4 $ ou manger beaucoup de toast. C'est selon ma coloc Lucie. En fait, je suis aussi nutritionniste, faut quand même le dire. Même si ça n'a pas l'air parce que je suis accro aux peanuts, mais c'est ça, le beurre de peanut, c'est vraiment... Il y a des fibres, il y a des protéines, c'est quand même assez intéressant. Puis c'est recommandé quand même de manger des oléagineux. C'est vrai que c'est bien de varier, une petite poignée par jour, donc c'est vraiment une question de quantité. Les oléagineux, c'est des végétaux dont on peut extraire de l'huile. Par exemple, les graines de sésame, de citrouille, de lin, de tournesol, les noix, les olives et bien sûr les arachides. Mais est-ce que tous les beurres d'arachide sont égaux? Le beurre de peanut, il est intéressant parce qu'on rajoute rien dedans. À partir du moment où on rajoute quelque chose dedans, on parle plus de la même chose là. Moi, je vous parle vraiment de celui qui est pur. C'est très différent. Est-ce que tu sais combien de pourcentage de peanut il faut qu'il y ait dans le beurre de peanut pour que le beurre de peanut soit du beurre de peanut? C'est une question difficile. La question peut paraître un peu nounoune, mais ça a été une question nationale de la plus haute importance chez nos voisins du Sud. Pendant près de 11 ans, les Américains ont traversé une longue bataille légale qui a déterminé le pourcentage de peanut que devrait contenir le beurre de peanut. La bataille entre la Food and Drug Administration et les 3 grands producteurs de beurre de peanut américains, soit Peter Pan, Skippy et Jif, a même été surnommée la Peanut Butter War, la guerre du beurre de peanut. On va y revenir dans un instant. Mais ce qui est surprenant, c'est que contrairement aux États-Unis, ici au Canada, il semblerait qu'il n'y ait aucune norme d'identité qui ait été décidée pour le beurre d'arachide. Aucun pourcentage minimal de peanut est obligatoire pour appeler du beurre de peanut du beurre de peanut. Comment ça se fait? Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Moi, je vous entends pas. Ça, c'est Jordan Lebel, professeur agrégé de marketing à l'école de gestion John Molson de l'Université Concordia.
C'est ça, moi, je voulais vous parler un petit peu de beurre d'arachide, de beurre de peanut. Il étudie le rôle du plaisir dans la prise de décision du consommateur, surtout en matière de choix alimentaires. On regarde le consommateur qui choisit un pot de beurre d'arachide, peut-être des fois les néophytes ou les gens qui connaissent pas trop l'industrie vont dire ils voulaient manger du beurre de peanut pour déjeuner. Et quand ça a l'air simple comme ça, c'est parce que c'est généralement un peu plus compliqué. Et moi, je m'étais intéressé au beurre d'arachide parce que j'ai fait mon doctorat sur le chocolat. Ah! Bien sûr, qui parle chocolat parle friandise. Qui parle friandise, il y a plusieurs friandises, surtout développées dans les années 50 et 60, qui utilisent la pâte d'arachide comme ingrédient. Alors, c'est comme ça que j'ai un petit peu tombé dans la marmite, si vous voulez, là, et que je me suis intéressé au beurre d'arachide. Avant de raconter l'histoire de la guerre du beurre de peanut, revenons un peu en arrière. Les premières mentions du beurre d'arachide nous viennent des Incas et des Aztèques qui faisaient griller des cacahuètes pour en faire une pâte. Le premier brevet pour une pâte de beurre d'arachide a été obtenu en 1884 par un Québécois nommé Marcellus Gilmore Edson. C'était un pharmacien qui travaillait au centre-ville de Montréal et qui est le premier à avoir obtenu un brevet du Bureau des brevets aux États-Unis. Jordan Lebel connaît bien l'histoire du beurre d'arachide. Et pourquoi est-ce qu'il avait fabriqué ça, est-ce qu'il avait créé ce processus-là et obtenu ce brevet-là? C'est pour la fabrication de bonbons. Parce que quand on va travailler notamment avec le chocolat, pour joindre d'autres ingrédients au chocolat, c'est préférable que ces ingrédients-là ne soient pas trop humides, n'aient pas une très grande concentration en eau. Alors donc, la pâte d'arachide est parfaite pour ça. En 1897, c'est le tour du docteur John Harvey Kellogg de déposer un brevet. 13 ans plus tard, le même Dr Kellogg là, qui nous a donné ces fameuses céréales obtient le brevet pour là un procédé qui vraiment se rapproche du beurre d'arachide comme on le connaît aujourd'hui. Kellogg a mis en marché sa pâte d'arachide en le présentant comme un substitut de protéines pour les gens qui ont de la difficulté à mastiquer des aliments solides. Et là, le docteur Kellogg, qui y voit là un très bon apport nutritionnel. Il faut se rappeler que Kellogg avait ces espèces de sanatoriums là où les gens allaient pour retrouver la santé. Et donc, pour lui, le beurre d'arachide, la pâte d'arachide pouvait faire partie d'une alimentation saine. Et puis, finalement, en 1903, le docteur Ambrose Straub de Saint-Louis au Missouri, lui, il obtient un brevet pour la machine qui va produire ce qu'on appelle maintenant le beurre d'arachide. Et à partir de là, dans les années 20, 30, jusqu'en 1950, on voit de nouvelles marques de beurre d'arachide qui prennent le marché d'assaut. 50 to 60 years ago, people were introduced to peanut butter for the first time. Au début du 20e siècle, les gens adorent le beurre d'arachide. Mais si on se replonge vers 1920, le beurre d'arachide a quelques petits problèmes. It became oily and sticky and didn't stay fresh very long. Ça colle aux dents, ça colle au palais, mais c'est aussi très difficile à tartiner, sans parler de l'huile qui se sépare constamment de la pâte d'arachide et ça flotte sur le dessus, il faut le mélanger. Et ça, c'est des problèmes que l'industrie alimentaire se fait un plaisir de vouloir résoudre. Until 1933, when a new kind of peanut butter started to appear in grocery stores. On a la marque Skippy qui est présentée en 1932. On a la compagnie Heinz. Et Heinz, en 1923, a été la première compagnie à offrir un beurre d'arachide hydrogéné, ce qui faisait que le beurre d'arachide ne se séparait pas. Donc, on n'avait pas cette couche d'huile qui déplaisait à certains consommateurs. Oil modified by hydrogenation. I had to practice for 3 days just to learn how to spell this word. Of course, the nice part of it is that you won't see it too often, because the only place you find this combination of $2 words is on the Skippy peanut butter label. En fait, l'hydrogénation, ça permet de conserver les huiles plus longtemps sans qu'elles deviennent rances et de rendre les huiles plus solides à température ambiante. C'est le principe de la fabrication des margarines, par exemple. Les gras de l'huile deviennent trans après hydrogénation. Ce que les études ont montré, c'est qu'une consommation excessive d'acides gras trans d'origine industrielle, c'est souvent associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. Mais ça, c'était encore inconnu dans les années 1930. Are you the big cheese tired of eating that lousy peanut butter? Have up and buy some Peter Pan peanut butter.
It's the tastiest, smoothest, and nuttiest peanut butter that you will ever have. Ce qui fait qu'en 1932, il y a Peter Pan, il y a Skippy et il y a une foule de petits joueurs locaux dans l'industrie du beurre de peanut. Mais tout change en 1958. La multinationale américaine Procter & Gamble, qui sponsorisait les romans savons à la radio, venait de se lancer dans la fabrication de beurre d'arachide. Et à partir de là, les choses se compliquent pour les industriels du beurre d'arachide aux États-Unis. Procter & Gamble a lancé la marque Jif, qui est maintenant une des marques les plus appréciées aux États-Unis. Comme l'explique Jordan Lebel, Skippy et Peter Pan avaient de quoi être inquiets. Procter & Gamble a été un innovateur dans le marketing alimentaire de façon qui nous touche encore aujourd'hui. Les romans savons, c'était des espèces de capsules radiophoniques qui étaient commanditées par Procter & Gamble et à travers lesquelles on faisait la mise en marché des produits Procter & Gamble. And brought to you by today's Dream Shampoo. It helps your permanent hold its curl. And Crisco, America's favorite vegetable shortening. It's digestible. Ça s'est appelé Roman Savon parce que souvent c'est à travers leur marque Tide que la promotion était faite, mais ils en profitaient aussi pour glisser des publicités puis des placements de produits. Alors Procter & Gamble avait cette notoriété-là et à travers sa marque Jif, bien évidemment, ça accaparait de l'espace de tablette et donc certains compétiteurs voyaient ça comme un peu un compétiteur qui devait être rabaissé un peu là, parce qu'il prenait beaucoup de place. Une rumeur commence à circuler dans l'industrie, comme quoi la texture du Jif était simplement trop crémeuse. C'était suspect. Une note est envoyée à la Food and Drug Administration, la FDA, pour leur communiquer la rumeur. Il y aurait des ingrédients étrangers au beurre de peanut dans le beurre de peanut Jif. La Food and Drug Administration envoie donc une équipe pour mener l'enquête dans l'usine Jif. Et ce qu'ils découvrent, c'est que le Jif était fait avec seulement 75% d'arachide et 20% d'autres produits pour la texture. Et dans ces produits, on retrouvait ce qu'on appelle aujourd'hui du shortening ou du Crisco, une sorte de margarine végétale bon marché utilisée habituellement dans la pâtisserie. S'en est suivi des conversations discrètes avec la compagnie Jif et la Food and Drug Administration. Après tout, c'était leur rôle de protéger le public en déterminant ce qui est acceptable et sécuritaire. Leur principale préoccupation, c'était de savoir si c'était trompeur pour le consommateur d'acheter du beurre de peanut fait à partir d'autres ingrédients. Parce que le consommateur pouvait pas s'attendre à trouver du shortening dans son beurre de peanut. Alors, comment tracer la ligne sur ce qui fait que le beurre de peanut est du beurre de peanut? Quels ingrédients rentrent dans la composition du beurre de peanut? Et quels sont les ingrédients qui ne devraient pas être dans le beurre de peanut? Et c'est un peu ça qui a précipité, c'est cette compétition puis cette espèce de transformation progressive du beurre d'arachide qui a donné lieu à une espèce de bataille ou enfin de tiraillement entre le Food and Drug Administration aux États-Unis et les grands industriels du beurre d'arachide pour savoir c'est quoi du beurre d'arachide et est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des normes identitaires ou des standards d'identité pour ce produit-là. Ce qui était clair à ce moment-là, c'est que la porte était ouverte pour l'industrie du beurre de peanut de fabriquer un produit moins cher pour le fabricant, mais altéré et moins nutritif pour le consommateur. Mais pour Jif et son armée d'avocats, c'était pas une altération du produit. C'était une innovation qui améliorait grandement la texture. Voyant que les discussions ne faisaient pas du tout bouger les fabricants de beurre de peanut, la Food and Drug Administration décide alors de proposer un standard de 95% arachide. Un chiffre qui était basé sur le standard de l'industrie, mais qui avait été recensé 10 ans auparavant. Sauf que là, l'industrie avait changé et mettait de moins en moins de peanuts dans le beurre de peanut. Ce qui fait qu'en 1959, aucun des 3 grands joueurs de l'industrie, soit Skippy, Jif et Peter Pan, aucun des 3 produisait un beurre de peanut avec autant de peanuts que ça. Ce qui fait que les lobbies et les avocats des compagnies ont mis une pression incroyable pour faire baisser le pourcentage que voulait imposer la FDA.
Et il y a un autre phénomène qui a vu naissance aux États-Unis fin des années 50, 60, c'est l'activisme alimentaire. Et c'est là que rentre en scène Ruth Desmond, une femme au foyer et la cofondatrice de la Federation of Homemakers. Évidemment parce qu'elle est femme, donc elle a un statut de bonne mère de famille. Et si vous regardez des photos d'elle en ligne, vous allez voir que tout de suite, c'est quelqu'un qui a de l'air très digne de confiance, etc. Et elle a beaucoup employé ce statut-là pour solliciter le Food and Drug Administration pour faire davantage attention aux produits alimentaires et notamment le beurre d'arachide. Parce que le beurre d'arachide, c'était la nourriture des enfants, mais aussi un aliment consommé tous les jours par la grande majorité des gens. Leur mobilisation s'oppose aux additifs dont les effets étaient encore méconnus sur la santé à ce moment-là. Dans les années 40, on voyait les entreprises qui voulaient ajouter des ingrédients comme la glycérine. Ensuite, dans les années 50, début 60, on voit cette forme d'activisme alimentaire. On le voit dans d'autres catégories de produits, avec les voitures, avec le tabac aussi, mais notamment dans le milieu alimentaire grâce à des ménagères comme Ruth Desmond. Et pour elle, les Américains ne devaient pas devenir les cobayes de l'industrie alimentaire. C'était plus une question domestique, mais c'était une question nationale. Et dans les livres d'histoire, on la surnomme la Peanut Butter Grandma, parce que c'est bien grâce à elle que les États-Unis ont maintenant une norme d'identité pour le beurre de peanut. Mais ça, on y arrive. Grosso modo, le débat autour de la composition du beurre d'arachide a pris un tournant en 1965, quand les 3 grands fabricants de beurre d'arachide ont été appelés à comparaître devant la cour à Washington pour défendre leur position devant le gouvernement américain. La question au centre du procès était « Combien de peanuts doit contenir un pot de beurre de peanut pour être appelé du beurre de peanut? » Il y a même un législateur qui avait posé la question à quel point est-ce qu'on arrête d'appeler ça du beurre d'arachide. C'est jusqu'où on va étirer le beurre d'arachide pour encore être capable d'appeler ça du beurre d'arachide. Après 5 mois en cour fédérale, la décision de la FDA demande un pourcentage de 90% d'arachide. Ceux qui ne respecteraient pas la norme devraient appeler leur produit une tartinade d'arachide. Tout le monde devait se conformer à la règle du 90% arachide, noix et huile. Et aussi, la liste des ingrédients du produit devait se trouver sur l'étiquette, une nouveauté à l'époque. L'industrie est allée en appel pour contester la décision et a perdu. Ce qui fait en sorte qu'encore maintenant, la norme d'identité pour le beurre de peanut aux États-Unis est toujours fixée à 90%. C'est comme ça. Sinon, vous êtes de la tartinade d'arachide et non du beurre de peanut. Point final. Mais qu'est-ce qui se passait au Canada pendant ce temps-là? Est-ce qu'on a une norme d'identité ici pour le beurre de peanut, nous? À ma connaissance, on n'a pas vu ça au Canada. Le même niveau d'activisme alimentaire. On a eu des activistes alimentaires au Canada, on a eu certains cas, mais jamais de l'ampleur de ce qu'on voit aux États-Unis. Peut-être parce que les enjeux commerciaux sont un petit peu plus grands. On parle quand même d'un marché de 350 millions de personnes actuellement. Puis le Canada a toujours été perçu comme un marché peut-être un peu secondaire et moins intéressant pour ces grandes multinationales-là. Alors, je pense que ça explique un petit peu pourquoi au Canada, on n'a pas vu un tel intérêt puis un débat aussi chaud là autour de ces questions-là. Mais encore une fois, je suis pas l'expert, je suis pas un historien, j'en ai peut-être manqué des bouts. 1, 2. Et là? Pour mieux comprendre pourquoi on n'a pas eu ce débat-là ici, j'ai aussi téléphoné à Sylvain Charlebois, un expert en distribution alimentaire à l'Université Dalhousie. On produit pas d'arachide. La filière de l'arachide est inexistante au Canada. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à défendre le terme comme tel, comme aux États-Unis. Selon lui, l'industrie de l'arachide avait un poids politique très important aux États-Unis. Les producteurs d'arachide avaient donc beaucoup à y gagner ou beaucoup à perdre. Dans le cas qui nous interpelle avec le beurre d'arachide, c'est qu'on voulait forcer les transformateurs à utiliser une quantité minimum d'arachide pour garantir une demande pour la denrée, tout simplement. Parce que si on avait laissé les choses aller, probablement on aurait été obligé de diminuer la production d'arachide à long terme, finalement. Et puis ça a porté fruit parce qu'aujourd'hui, le secteur des arachides aux États-Unis, c'est un secteur assez important. Donc, on n'a pas eu de débat sur le pourcentage de peanut dans le beurre de peanut.
Mais est-ce qu'on peut au moins savoir le pourcentage de peanuts contenu dans les pots? Selon ce que m'a dit l'Agence canadienne de l'inspection des aliments suite à ma demande d'information, le Canada ne possède pas de normes de composition ou d'identité pour le beurre d'arachide, mais les étiquettes doivent être exactes, véridiques et ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Donc, si je résume, si le terme arachide est utilisé sur l'étiquette, le produit doit absolument contenir des arachides, peu importe la quantité. C'est pas mal ça. Mais est-ce que le beurre de peanut industriel demeure une option nutritive ou même une source significative de protéines? Ça pourrait dépendre si vous habitez au Canada ou bien aux États-Unis. Ici, au Canada, on ne peut pas connaître le pourcentage de peanut contenu dans un pot de beurre de peanut, à moins que l'étiquette précise que le produit est 100% naturel, donc 100% arachide. Pour remplacer les peanuts, beaucoup d'autres produits peuvent être ajoutés. On peut lire dans la liste des ingrédients: arachide choisi grillé, huile de soya, maltodexine de maïs, sucre, huile végétale hydrogénée de coton et colza, sel, mono et diglycéride. Les ingrédients sont listés par ordre d'importance et le premier ingrédient demeure les arachides. Par contre, on note qu'on retrouve près de 3 sortes d'huiles différentes et 2 sortes de sucre. Alors, si on additionnait le pourcentage d'huile et de sucre, qui sait quel pourcentage on pourrait obtenir? J'ai fait une demande auprès de Kraft Heinz, la compagnie qui produit le beurre d'arachide le plus vendu au Canada. Je voulais savoir combien de pourcentage de peanuts contenait leur beurre de peanut crémeux, leur plus populaire. Steven Knight de l'équipe des affaires corporatives de Kraft Heinz Canada m'a indiqué par courriel, je cite, qu'il refusait respectueusement cette opportunité et il me remerciait cordialement de considérer Kraft Heinz Canada. C'est impossible d'en savoir plus. J'ai aussi fait une demande auprès de GM Schmucker Company. Ça, c'est la compagnie qui produit la marque Jif au Canada. On m'a répondu par courriel. Mais ce qui est particulier pour la marque Jif, c'est que dans leur publicité, leur slogan précise que chaque pot contient 1300 peanuts. Et puis, moi, justement, je voulais savoir quel pourcentage de peanuts ça représente au juste, là, 1300 peanuts. Eh bien, on m'a plutôt répondu que leur procédé de fabrication était protégé par des droits exclusifs. On m'a aussi dit que la liste complète des ingrédients est sur l'étiquette et que leur produit est fabriqué et étiqueté selon les règles de l'Agence canadienne des aliments. C'est pas possible ici non plus d'en savoir plus. L'Agence canadienne de l'inspection des aliments m'a aussi précisé qu'au Canada, la création d'une nouvelle norme d'identité et de composition dans la réglementation s'est souvent amorcée par des intervenants qui viennent de l'industrie et des groupes de consommateurs. Et qu'en ce moment, l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'est pas au courant de l'intérêt des intervenants à l'égard d'une norme sur le beurre d'arachide. L'Agence ajoute, s'il y avait un intérêt envers une norme, l'Agence ferait alors des consultations pour l'aider à déterminer un consensus. Bref, si je peux résumer, ça prendrait une mobilisation citoyenne ou une demande de l'industrie pour mettre en branle un débat vers une norme d'identité au Canada. Démarrer un mouvement citoyen pour établir une norme sur le beurre d'arachide au Canada. C'est peut-être ce que vous aurez en tête la prochaine fois que vous mangerez vos toasts au beurre de peanut. Ou bien peut-être qu'à votre prochaine visite à l'épicerie, vous vous sentirez encore plus rassuré en mettant la main sur votre sorte préférée de beurre d'arachide 100% naturel. Ou bien encore, peut-être que vous songerez sérieusement à passer une commande Internet de beurre de peanut américain. À votre avis, combien de peanuts devraient se trouver dans votre beurre de peanut? La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien Gagnon-Lafrance et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.